Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier épisode de Démonétiser. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madeleine Rousset, une créatrice de contenu pour adultes qui travaille depuis plusieurs années sur de nombreuses plateformes que vous connaissez certainement, comme par exemple OnlyFans, Pornhub, etc. Avec Madeleine, nous allons parler aujourd'hui de son parcours, de son rebranding ainsi que de militantisme. Bonne écoute! Bonjour Madeleine, Bonjour, comment tu vas? ça va très bien et toi Carmina? Ça va super. Je te remercie d'avoir accepté de te prêter au petit jeu de l'interview. Mais c'est moi qui te remercie. Et voilà, moi je voulais vraiment qu'on ait une petite conversation et qu'on revienne un petit peu sur ton parcours parce que mine de rien, ça commence à faire quelques petites années que tu évolues sur la scène. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as commencé? Ça fait 8 ans, je crois. J'ai commencé sur les tubes et sur la plateforme ManyVids. Au début, j'avais un nom différent et je m'étais lancée en faisant du fétichisme des pieds. Je m'étais un peu spécialisée là-dedans. Et j'avais un peu cette DA où je montrais pas ma tête sur les tubes, mais je la montrais sur les contenus payants. Ensuite, j'ai de plus en plus évolué sur les tubes, histoire de gagner en visibilité, de vraiment commencer à avoir une influence sur la scène porn française et internationale. Ensuite, je me suis lancée sur les plateformes type OnlyFans, etc., quand c'est sorti. Et depuis, moi, j'ai un peu gardé ce truc où j'ai du contenu payant, je suis un peu présente sur les tubes gratuits aussi, et voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a... Parce que donc du coup, tu as commencé avec le fétichisme des pieds. Qu'est-ce qui t'a donné envie ou comment tu t'es retrouvée finalement à faire ça? Alors, à la base, c'est parce que j'étais dans une situation très précaire. Et c'est un peu ce moment où tu es là dans ta vie, tu es très jeune, et tu te dis, putain, j'ai pas envie de me lancer dans le travail classique parce que j'ai travaillé pour une chaîne de fast-food et pour un magasin de jeux vidéo. Et je me rendais compte que j'étais très malheureuse dans cette situation. C'était vraiment un rythme de travail très soutenu qui me convenait pas en tout cas. J'étais confrontée à une réalité dans laquelle je me retrouvais pas, qui me faisait très peur. C'était difficile à gérer à cause, j'imagine, du neuroatypisme, tout ça. Et du coup, tu es un peu là face à toi-même et tu te dis, merde, soit je m'intègre au système et j'y serai très malheureuse, soit je trouve autre chose pour me faire de la thune malgré tout. Et c'est marrant parce que je parlais avec un pote récemment qui est aussi précaire actuellement, qui est jeune et qui me disait la précarité, ça rend freaky un peu. Et je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans parce que t'es là et tu te dis merde, enfin, comment faire de l'argent, non pas facilement, mais au moins rapidement. Et le porno, il y a un peu cette promesse d'argent rapide, tu vois. Donc, j'ai commencé avec, tu sais, au début, un petit peu de cam, un petit peu de vidéos à vendre. Et je me suis rendu compte que ça m'aidait à payer mes factures. Donc, il y a eu un peu un espèce de, comment dire, rétropédalage en mode, wow, le porn, ça fait peut-être un petit peu peur. Comment investir la scène porno sans trop me dénuder parce que ça me faisait peur à l'époque, etc. Donc, j'ai choisi une identité qui était un peu connotée américaine. Je me suis dit, bon, ok, je vais montrer que mes pieds. J'ai vu que ça marchait bien. Après, ça a commencé un peu à me saouler de montrer mes pieds et d'interagir avec la commu fétichiste des pieds. Je voulais autre chose, donc je me suis lancée dans le porno où peu à peu je me dénudais vraiment plus. Il y avait des trucs de masturbation, tout ça. Je me suis lancée dans le joy aussi. Et Ouais, j'ai donc le joy, évolué. pour les personnes qui savent pas, c'est Oui, jerk off instructions. Donc c'est des vidéos où en fait la personne donne des instructions aux spectateurs pour qu'ils se masturbent en rythme, sur les instructions en selon fait qu'on ouais, lui les donne. commandes que je lui donne. Donc Et tu faisais ça, du coup, tu as commencé à faire ça. oui, voilà, et j'ai l'impression que j'ai de plus en plus trouvé ma patte et je faisais un peu des vidéos où je mettais un petit peu plus des mises en scène, tout ça, et je me suis développée là-dedans. Mais jusqu'à aujourd'hui, quoi, où j'ai carrément changé d'identité. Avant, c'était Trish Collins, maintenant, c'est Madeleine Rousset, et j'ai l'impression de m'être un peu mieux trouvée maintenant et de continuer à explorer ce que j'ai envie de faire dans mes contenus, etc. Et je suis plutôt fière
d'être partie de ce truc où j'étais en mode « Waouh, merde, je suis paumée, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'ai peur du système, j'ai peur du monde du travail classique. » À là, maintenant, où j'ai un peu ce privilège d'avoir réussi à avoir du succès en tant que performeuse de contenu adulte, quoi. Justement, ça c'est une des choses dont je voulais qu'on discute un petit peu, c'est en fait ce qu'on appelle dans le marketing tout simplement le rebranding, c'est-à-dire le changement de marque, parce qu'en fait être on va dire actrice porno, être créatrice de contenu adulte, c'est avoir aussi une marque en fait, parce que ce qu'on vend c'est notre personnage. Et donc toi, à un moment, donc effectivement, comme tu disais avant, tu étais connue sous le nom de Trish Collins. Et à un moment, tu as changé. Donc qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Trish Collins et pourquoi à un moment tu t'es dit en fait ça me va pas, il faut que je change? C'est marrant parce que c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent et j'ai toujours un peu une pudeur à y répondre. Mais je pense qu'en fait, c'est important d'y répondre parce que tu sais, ça se met en parallèle avec tous les trucs dont on a pu discuter récemment. Et à la base, donc, je me suis lancée en tant que Trish Collins parce que, comment dire, il y avait cette volonté de garder un anonymat. J'avais un peu peur de la scène française parce que j'avais peur d'être connue, etc. J'avais une volonté d'être plus internationale, donc trouve un nom américain à la con qui peut sonner très Girl Next Door, ça peut être n'importe quelle meuf. Bon, ouais, allez, j'ai vraiment pas réfléchi, et Trish Collins, allez. Et je me suis lancée là-dessus, et à partir du moment où tu te lances avec un nom, t'es un peu obligé de le garder, quoi, parce que c'est le nom sous lequel tu vas être connue, etc. Et j'ai commencé à explorer le porno sous cet angle-là. J'avais très peur de mettre ma personnalité en avant à cette époque, et c'est pour ça qu'il y avait un peu cette DA, cette espèce de slogan, tu sais, Trish Collins does not exist. C'était un peu le truc que je mettais dans toutes mes bios, dans tous mes machins, et j'avais pas envie de montrer ma personnalité. Ouais. J'avais envie d'être un peu ce personnage éthéré qui peut être n'importe quelle meuf, la meuf que tu vas imaginer, la meuf que tu vas fantasmer, tu peux projeter tous tes fantasmes sur elle. C'est un peu une manière de mettre une distance finalement. C'est ça, oui. J'avais un peu envie de me dissocier de mon personnage parce que j'avais pas de problème à montrer mon corps, à me mettre en scène, mais j'avais très peur de montrer mon identité. Okay. Et je me suis tellement perdue là-dedans au fil du temps, dans ce truc de does not exist, que tu sais, quand t'existes pas, t'as plus d'identité, tu vois. Et je me suis rendu compte pendant un moment que tu sais, je m'étais vraiment perdue dans je ça. comprends tout à fait. Et que ça me faisait beaucoup souffrir parce que j'étais que la perception que les gens avaient de moi et c'était une expérience hyper déshumanisante, d'autant que j'étais isolée à cette époque. J'avais entre 25 et 28 ans, 29 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, j'en ai beaucoup souffert. Et j'ai quitté le Nord-Pas-de-Calais, je suis arrivée dans une nouvelle ville et je me suis dit, ok, c'est le moment vraiment de savoir qui je suis et qu'est-ce que je veux. Et j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, ok, je vais un peu renouer avec le fait déjà d'être française, de vouloir montrer ma personnalité, de machin. Du coup, j'ai décidé Madeleine Rousset. Et ouais, c'est ça, ça a un peu coïncidé avec le moment où je me suis dit, j'ai envie de montrer qui je suis. J'ai envie de me réhumaniser moi-même. J'ai envie que les gens comprennent que je suis pas qu'une projection de leur propre fantasme. J'ai envie de regagner du contrôle sur qui je suis, ce que je montre, qu'est-ce que je propose, etc. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir Madeleine Rousset? Est-ce que c'est venu comment en fait? Parce que moi c'est vraiment toujours quelque chose qui m'intrigue beaucoup parce qu'en fait on travaille quasiment, je pense que 99% des personnes qui sont en tout cas dans le porno ou dans la création de contenu adulte travaillent sous pseudonyme en fait. Ouais, et moi c'est toujours super intriguant de savoir en fait comment tu t'es levé un matin et t'as dit vas-y mon nom ça sera Madeleine Rousset. Surtout qu'en plus t'as orthographié Madeleine avec un A. Alors que on va dire l'orthographe classique du prénom Madeleine, c'est avec un E, donc L-E-I-N-E. Alors toi, t'as mis L-A-I-N-E. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a donné l'idée, en fait? Alors le A, c'est parce que, tu sais, souvent, je tape sur Google le nom pour voir est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui s'appelle comme ça. Et il y a une actrice, en l'occurrence, des années 20 qui s'appelle Madeleine Rousset avec un E. Et je voulais un peu faire la distinction parce que j'étais en mode merde, Madeleine Rousset, c'est vrai que ça me plaît bien quand même. Et du coup, Madeleine, bon, typique Magdalena. Voilà, un peu le truc sainte patronne des putes. Ouais, c'est super stylé. Donc, c'était pour ça, Madeleine. Et Rousset, c'est le nom de Elisabeth Rousset, donc boule de suif de Maupassant,
qui est aussi une pute vachement stigmatisée dans l'histoire parce qu'on l'utilise, tu sais, on l'envoie à un général prusse pour faire passer un convoi, et une fois qu'elle s'est tapée le général, tout le monde lui fait la gueule en mode voilà, sale pute, tout ça. Et je sais pas, cette histoire de stigmatisation, ça m'avait beaucoup touchée, et j'ai un peu voulu me l'approprier parce que je trouvais que ça sonnait bien en plus. Et le fait que je sois rousse, tu vois, bon, Madeleine Rousset, rousse, tu sais, ça... Ah, j'aime bien. Ouais, les gens, je pense, ok, la rousse, Rousset, voilà. D'accord. Et donc, Ça colle. alors, ce qui est aussi très intéressant dans ce que tu dis, c'est donc cette histoire de recherche Google, parce que donc pour les personnes qui sont pas trop au courant de comment ça marche, on va dire en fait les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, en fait, ils fonctionnent évidemment avec des algorithmes et avec toutes les datas que Google peut attraper. Et donc, c'est hyper important d'être bien placé dans les moteurs de recherche en termes de branding et de marketing. Ouais. Et du coup, je sais que moi, par exemple, récemment, donc alors, on va pas dire que j'ai changé de pseudo parce que c'est pas vrai. En fait, moi, j'ai toujours été connue que comme Carmina, sans nom de famille, on va dire, comme, je sais pas, Ovidie ou Zendaya, ou voilà, par exemple. Et je me rendais compte que quand je me suis mise sur TikTok, notamment, les gens qui me connaissaient pas et qui me découvraient, comme TikTok, c'est très viral, en fait, ils me cherchaient sur Internet, mais ils me trouvaient pas. Parce qu'en fait, quand tu tapes Carmina sur Google, tu tombes sur 1000 choses, genre la marque de chaussures pour hommes, Carmina Burana, le film, il y a un film espagnol qui s'appelle Carmina, bon voilà. Et du coup, en fait, les gens me trouvaient pas. D'où le fait que j'ai rajouté un nom de famille, en fait, et du coup, j'ai mis De La Cruz parce que j'aime beaucoup les crucifix. Oui, Je me suis dit, je mets ça parce que ça me permettait justement qu'on me trouve sur les réseaux. Et comment toi tu fais, sachant que du coup, t'as pris le nom d'une personne du coup, enfin qui ressemble au nom d'une personne qui existait déjà. Est-ce que t'as réussi à Est-ce que tu as refait des tests? Est-ce que tu as réussi est-ce que tu es bien placé sur Google avec ton nouveau pseudo? Est-ce que ça te fait mieux connaître ou est-ce que c'est juste, disons que ça te correspond mieux en identité et du coup ça te satisfait? Oui, je pense que c'est ça, ça me correspond, et du coup, j'ai un peu mis de côté le fait d'avoir le bon référencement, etc. Parce que je pense que déjà, d'une part, avec le correcteur automatique et le fait que les gens aient l'habitude de taper Madeleine avec un E, ben, ils vont tomber plutôt peut-être sur l'actrice que sur moi, ils vont peut-être pas penser à mettre le A. Mais c'est pas grave, et je pense aussi qu'il y a encore plein de gens qui s'attendent à me trouver sous le nom de Trish Collins. Tu sais, parfois je vais apparaître et les gens vont dire « Ah, mais c'est la meuf d'avant, la Trish Collins !» Genre, les mecs, je suis toujours là, mais c'est juste que maintenant c'est Madeleine, tu vois, et ils s'y attendent pas. Donc je pense que ça a joué en ma défaveur. Le truc, c'est que j'avais tellement besoin de ce renouveau, de relier avec une identité que je pouvais vraiment, comment dire, pleinement m'approprier. Ça passait avant tout le reste, quoi, parce que c'était vraiment toxique à la longue, tu vois, d'être dans ce truc de non, je veux pas montrer, je veux pas exister, je veux pas machin. Donc oui, au final, c'est pas si grave. Oui, ça te va? Oui, ça me convient. Ok. Mais de toute façon, j'ai quand même une certaine popularité qui fait que dans tous les cas, je peux plus ou moins m'en passer, quoi. J'ai pas besoin d'optimiser sur ça. Ok. Alors du coup, donc ton parcours, on va reprendre un petit peu. Donc voilà, t'as dit que tu t'étais lancé dans le fétiche des pieds et qu'en fait à un moment, t'en avais eu marre un peu ou en tout cas ça te convenait plus cette communauté. Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'était une envie d'ailleurs? C'était quoi? Ouais, il y avait un peu de ça, et à cette époque, j'étais plus proche parce que tu sais, quand t'es jeune performeuse, tu te sens un peu illégitime, et enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Et du coup, tu as ce besoin d'aller beaucoup chercher les gens, de créer du contact, d'être en lien avec les gens. Et je pense que ça fait aussi du bien, sachant qu'on est peut-être parfois un peu introverti, un peu isolé, tout ça. Donc, il y avait ce truc où j'allais beaucoup au contact de la communauté fétichiste des pieds, surtout sur Reddit, et d'interagir beaucoup avec ces gens. Au final, il y a eu un peu une impression de dégoût, je dirais. Sans vouloir faire de king shaming, tu sais, il y a beaucoup de fétichistes des pieds parce qu'ils sont derrière l'anonymat d'Internet, et parce qu'il y a une meuf qui est là, disponible, et qui va leur parler un peu de ce qu'ils aiment. Bon, ils vont dire des trucs et au final, tu sais, moi j'étais là, genre en mode ah, je sais pas, j'ai pas trop envie que tu me racontes que t'as absolument envie de me lécher la voûte plantaire et de sucer mon gros orteil, tu vois. Et à force d'être confrontée à ça, j'étais un peu genre en mode ok, je me rends compte que j'aime pas.
Ok. En fait, c'est ça. C'est plus, t'as découvert en fait que toi, c'était pas un truc qui t'intéressait, et donc au départ, tu l'avais fait uniquement pour des raisons financières, de toute façon. Ouais, D'accord. clairement. Mais en fait, je pensais pas que le fétichisme des pieds pouvait aller si loin. Tu sais, moi, j'avais l'habitude du fétichisme des pieds en mode, ouais, c'est des beaux pieds, j'ai envie de les caresser, tout ça, tu vois, un peu en mode objet de fétiche, mais comment expliquer ça? Mais sans que ce soit forcément Hyper hyper sexualisé. sexualisé. Voilà. Oui, parce que, encore une fois, donc pour les personnes qui ne sont pas au fait du fétichisme des pieds, le fétichisme des pieds, ça peut prendre énormément de formes, Oui. c'est-à-dire, ça peut être des personnes qui aiment juste regarder des pieds, ça peut être des personnes qui aiment regarder des orteils, ou comme tu disais, la voûte plantaire aussi, c'est un des Ouais. éléments qui est très, très érotisé, ou en tout cas très fétichisé. Ça peut être aussi fétichisme des chaussures, Oui. à bout ouvert, à talons, C'est ça. ça. Ça peut être aussi fétichisme des chaussettes. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui en fait sont attirées, on va dire un petit peu plus sexuellement par les pieds, dans le sens où elles ont envie de les toucher, les lécher, ou de se masturber avec, que Ouais. ce soit pénis ou vulve. Hein. Ça peut être des personnes qui ont envie qu'on les touche avec leurs pieds, ou qui ont envie de se masturber le pénis entre des pieds. Donc c'est pas juste oh quel joli pied, en fait. Oui, voilà. Vraiment remettre en contexte. C'est ça, mais en fait, comme tu dis, ouais, j'ai eu l'habitude d'une forme de fétichisme des pieds avec laquelle j'étais OK. Et en fait, à force d'être confrontée avec d'autres formes du fétichisme des pieds, tu vois, je me suis un peu rendu compte de ce qu'était la panoplie du kink. Et je pense qu'à l'époque, ça m'a un peu choquée. J'étais en mode genre, ouais, je veux pas ça, en fait. Et du coup, j'étais en mode, OK, non, fétichisme des pieds, ça. Ouais, j'ai eu un peu une forme de dégoût, ce qui est peut-être pas cool, tu vois. Mais du coup, j'ai eu vraiment besoin de shut off là-dessus et de partir sur autre chose pour me dire, j'ai besoin de quelque chose de plus vanille. Ok, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je pense que c'est assez logique finalement, puisque comme tu as commencé, parce que voilà, il y a des personnes qui commencent le porno pour des raisons évidemment différentes. Ça peut être des personnes qui, en fait, adorent le sexe, ou qui sont fétichistes, ou qui sont dans le BDSM, etc. Mais du coup, toi, c'était pas le cas. Donc, en rentrant dans cette niche, au final, tu te rends compte que, en fait, ça te convient pas, quoi. C'est Ouais. ça. C'est ça, mais enfin, de toute façon, à la base, vu que c'était motivé par l'argent, bon, ben, pendant un moment, tu mets un peu cet aspect-là de côté et tu te dis, bon, Mhm. ben, je continue parce que voilà, ça fait des thunes et ça m'est bien. Au bout d'un moment, t'en peux juste plus, quoi. Donc, Mhm. t'es obligé de partir sur autre chose. Ok, c'est tout à fait compréhensible. Et du coup, là maintenant que tu t'es donc rebrandé, que tu es reparti sur autre chose, qu'est-ce que c'est en fait, sur quelle plateforme tu travailles, comment tu travailles, qu'est-ce que tu proposes, quels sont un peu tes contenus finalement? Alors, je suis sur Kingdom, je suis sur OnlyFans, je suis sur toutes les plateformes annexes payantes des tubes gratuits. Donc, pour Pornhub, c'est YouView. Pour Xhamster, c'est FabHouse. Pour Xvideo, c'est Sheer. Donc, je suis présente sur toutes ces plateformes. Sur ManyVids aussi. Et je pense pas en avoir oublié. Ce que je propose sur ces plateformes, c'est beaucoup de Joy, du coup, donc de Jerk Off Instructions. Je propose du contenu en solo, je propose du contenu lesbien, je propose un peu des threesomes aussi, parfois du contenu boy-girl que je fais avec mon homme. Et ouais, je pense qu'on a fait le tour. Mhm. Et dans tout ça maintenant, tu t'y retrouves, t'es plus à l'aise avec tout ce que tu fais, enfin, est-ce que t'aimes ça en fait, tout simplement? Beaucoup plus, ouais, parce que je me suis vraiment imposé ce truc de, ok, là je cherche à plaire à mon public, certes, mais j'ai d'abord envie d'être fière de ce que je propose. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Ça peut arriver, tu sais, d'avoir des moments où tu crées du contenu et après, tu reviens dessus et t'es en mode genre, merde, c'était un peu à chier, quoi. Et t'as vraiment ce truc de te dire, là, maintenant, j'aimerais faire des choses qui m'aident bien, qui me font du bien. Et je pense que quelque part, le public attend ça aussi. Ils sont contents de s'y retrouver là-dedans parce qu'ils se disent, OK, je vois quelqu'un qui est épanoui dans ce qu'elle fait, je vois quelqu'un qui aime son contenu et je pense que ça se sent dans le feeling. Et j'explore un peu par rapport à ça, notamment dans le contenu lesbien, parce que je me suis beaucoup interrogée là-dessus et je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire du contenu avec des hommes. Avec mon homme, ça me va, c'est OK. On fait ça bien et tout. C'est dans un contexte que je connais. Mais sinon, j'ai vraiment envie de travailler avec des femmes, faire des choses qui me plaisent avec des femmes, faire de la représentation lesbienne, parce que je suis super contente de faire ça aussi.
Et ouais, c'est des trucs qui me plaisent beaucoup. Après, c'est un peu plus difficile à mettre en place, mais même en termes de contenu solo ou de joy, je fais en sorte de m'amuser, je fais en sorte de proposer du contenu qui va me plaire et qui, je pense aussi, va plaire au public, mais je me centre dans la démarche, quoi. Mhm. Du coup, ouais, en fait, toi, donc tu collabores pas avec, vraiment pas avec d'autres hommes, tu es resté Non, que avec des femmes. Kern Ostrova, donc mon homme, et avec des femmes, ouais. Ok. Et par contre, pour les femmes, t'es ouverte à collaborer avec des collègues. Comment tu choisis un peu les gens avec qui tu collabores? C'est avec des collègues, ouais, que je travaille et comment je choisis, c'est un peu au feeling en fait. Je vais Mhm. voir une personne et je vais me dire, ok, elle est jolie, j'aime bien ce qu'elle fait, etc. Ça me convient. On en parle un peu, on voit si on a un peu la même manière de travailler, si on a la même vision des choses, est-ce que c'est ok pour elle, est-ce que c'est ok pour moi, qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Et si on voit qu'il y a une concordance là-dedans, bon bah ok, on organise le truc quoi. Et comment tu abordes en fait, comment tu abordes une création de vidéo? Est-ce que tu vas ouais, déjà dis-moi comment tu abordes en fait une création de vidéo? Quel est ton comment tu te réveilles, tu dis bon OK, je dois faire une vidéo, n'importe, que ce soit une collab ou pas, comment tu abordes par quel angle tu abordes le sujet? Pendant un moment, il y avait ce truc de je me réveillais le matin et faut sortir la vidéo de la semaine, donc on s'impose le truc de sortir la vidéo de la semaine, peu importe ce que sera la vidéo. Et c'était encore une fois un peu subi ça. Mais j'étais plus ou moins en paix avec ça parce que tu sais, il y a quand même cet aspect travail dans le travail du sexe. Donc bah, des fois, tu te lèves le matin, puis bah, faut bien bosser, quoi, on gagne sa croûte. Mais je me suis dit, est-ce que c'est pas une pente glissante, tu vois? Et je me suis dit, peut-être que j'ai aussi ce privilège d'avoir travaillé pour trouver ma liberté. Et c'est peut-être pas forcément la marche à suivre, tu vois. Je peux prendre du recul et me dire, non, j'attends d'avoir une inspiration, j'attends d'avoir envie de faire ce que je veux et tout. Donc là, maintenant, je me lève le matin et tout, j'ai des jours dédiés pour tourner. Mais il y a moins cette pression de, merde, je dois faire une vidéo. Si ça vient pas, bon ben ça vient pas. Et je suis contente d'avoir ce privilège-là, de me dire, bon ben, je fais un peu ce que je veux quand je veux. Mais c'est pour ça que j'ai bossé, tu vois. Et du coup, c'est un peu le truc en mode, bon ben, je me pose. Qu'est-ce qui ferait plaisir à mes fans? Qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi? Ouais, un petit roleplay. Je suis contente d'avoir ma petite jupe en latex en ce moment. J'aime bien la mettre. Bon, bah, ok, je vais mettre ma petite jupe en latex. Et puis, ça m'est bien. Ouais, ça m'inspire un petit roleplay de secrétaire ou de psychologue. Oh, bah, allez, je vais mettre mes petits porte-jartelles, mes petits talons. Tiens, je me trouve canon comme ça. Ça m'est bien. Ok, je vais faire une vidéo autour de ça. Je vais monter mon petit décor. Ouais, c'est super bien. Et il y a un peu ce truc d'accomplissement et de fierté, de confiance en soi qui me met un peu en accord avec ce pourquoi j'ai bossé pour arriver là. Je sais pas si ça fait sens. Mhm. Tu sais, ce truc où t'avais un but quand t'as commencé le TDS en mode ouais, j'aimerais bien avoir de l'argent et être libre. Et quand t'exerces ton métier, conscientiser le fait d'être libre dans ton process de création. C'est super. Non, mais c'est bien. C'est très bien d'avoir cette liberté. C'est un truc auquel je peux assez facilement, enfin, en tout cas, que je peux facilement comprendre parce que moi, comme tu le sais peut-être, j'ai décidé de me spécialiser dans, on va dire, le porno alternatif. Ouais. Qui va du coup tendre vers des expressions de queerness, de féminisme, etc., etc. Mais ça, le problème, c'est qu'effectivement, comme tu dis, on subit les pressions du travail, les pressions des algorithmes, et je me rends compte que j'ai pas cette liberté, tu vois, comme tu dis, où genre moi, c'est bon, j'ai travaillé, j'ai cette liberté de pouvoir faire ce que je veux. Ouais. Moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire j'ai dit, je fais ce que je veux, mais je subis le fait que comme j'ai choisi de base de faire ce que je veux, j'ai pas du coup on va dire la visibilité ou l'engagement financier aussi fort, tu vois, que si j'avais commencé dans l'autre sens en disant je fais d'abord les sous et ensuite je fais ce que je veux. Ouais. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai dit je fais ce que je veux et on verra si les sous arrivent, tu vois. Et du coup, tu t'es rendu compte que ça marchait moins bien et tu te sens pas de faire ce qui plairait au public. C'est ça. Parce Ouais. que du coup, j'aurais l'impression de le faire que pour l'argent et je crois que je me suis jamais lancée là-dedans que pour l'argent, tu vois.
Ouais, mais justement, je me suis rendu compte, tu sais, parce que quand t'es précaire, voilà, t'as besoin d'argent et tout, donc tu te lances là-dedans parce que bah, t'as la dalle, quoi. Et ça peut te rendre malheureux au final. Et même si l'argent, c'est important, au final, est-ce que l'épanouissement dans ce qu'on fait, c'est pas plus important? Tu sais, je pense que ta façon de faire ton boulot, au final, t'es quand même vachement plus épanoui dans ce que tu fais que beaucoup de meufs, tu sais, qui sont là en mode à carburer pour la thune, quoi. Mm. Oui, oui, il y a vraiment, je pense qu'effectivement, ces temps-ci, on voit bien qu'il y a effectivement, on a les pressions de plus en plus des plateformes, les pressions des algorithmes, la course au contenu, qui sont parfois aliénantes, c'est vrai. Et ça me paraît important de rappeler, comme tu le disais, que moi, quand j'ai commencé le travail du sexe, j'étais pas dans une position de précarité et je ne l'ai jamais été. Et ça me paraît important de le répéter, c'est que moi, au début, quand j'ai commencé le travail du sexe, c'était pour un épanouissement personnel et pas Ouais. pour le besoin financier. Ce qui fait que du coup, j'ai pas du tout eu ce moment où tu te dis ouais, j'ai rien pour payer mon loyer, donc c'est galère. Ce qui est un peu marrant, c'est qu'en fait, c'est en train de m'arriver maintenant, parce qu'à force de faire des projets, tu vois, comme par exemple le documentaire qu'on a Oui. réalisé avec Prune, c'est un documentaire sur lequel on ne s'est pas payé. Du coup, ça veut dire que là, typiquement, ça fait potentiellement 3 ans que je me suis pas versé de salaire. Là, je commence à me dire, ok, là maintenant, il y a le besoin financier, et du coup, ça me fait envisager la création de contenu de manière totalement différente. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je sais que j'adore tout intellectualiser. Et là, du coup, je me dis, ah, tu vois, quand t'as commencé, t'avais pas la dalle, t'avais juste besoin de t'épanouir dans ton corps. Là, maintenant, t'as la dalle. Qu'est-ce que tu fais pour... Ouais, qu'est-ce que tu mets en place pour essayer de faire juste de la thune, quoi. Exactement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où t'arrives à, tu sais, faire un équilibre entre je m'expose et voilà, et je fais quand même ce qui me plaît. C'est difficile, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où t'arrives, tu sais, à avoir la visibilité qu'il faut là où il faut? Tu sais, peut-être par le militantisme, le fait de faire connaître le documentaire TTDS, avoir des projets avec Carreros, mon studio, je sais pas. C'est toujours délicat, hein. J'ai mis des années aussi à comprendre que voilà, fallait un équilibre, à trouver comment le trouver, tout ça. Mais j'ai envie de croire que c'est possible, tu vois. Et puisqu'on parle de militantisme, est-ce que toi, est-ce que tu exprimes une forme de militantisme dans ton travail et comment? Alors, pendant longtemps, je ne l'ai pas fait parce que je me sentais pas légitime de le faire, parce que j'étais juste trop occupée à créer mon contenu et à pas y penser. C'est un peu de façon égoïste quelque part, tu sais, t'es un peu là dans ton rond en mode faut que je fasse de la thune, faut que je fasse de la thune, faut que je fasse de la thune. À un moment, ça devient maladif. Et quand t'es vraiment dans une zone de confort et que tu te rends compte que t'es dans une zone de confort, t'es en mode ah, c'est bon en fait, je peux relâcher la pression. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Quel budget? Qu'est-ce que je veux apporter à mon travail? Et tu te détaches de cette vision un peu égoïste et tu te dis bon ok, comment je peux contribuer aux autres? Comment je peux contribuer à la communauté? Qu'est-ce que je peux apporter? Et je me suis posée un peu par rapport à ça. Et là, j'apprends doucement, tu sais, à avoir une vision d'ensemble de ce genre de trucs-là. Donc ça a commencé avec les formats Reels que je propose sur Instagram. Du coup, je fais l'été de Madeleine où je réponds à des petites questions, des petits préjugés, ou alors j'ai une take sur tel ou tel truc, où tu sais, le but c'est un peu de réhumaniser les TDS, de montrer qu'on peut être des personnes normales avec des amis normaux, des expressions normales. Enfin, je sais pas si ça fait sens, mais je suis partie là-dessus. Ensuite, j'ai récemment eu l'idée de vouloir faire des formats un peu plus longs où j'invite des gens et on parle d'un sujet pendant un moment, on parle de nos expériences, on parle de comment on se sent par rapport à notre travail, comment on se positionne par rapport à ça, quelles sont nos aspirations, etc. Et du coup, je me suis lancée là aujourd'hui. Et le fait de participer aussi avec toi à cette interview, je pense que c'est un peu une façon de... Peut-être pas de militanter en mode ouais, on descend dans la rue ou on monte à l'Assemblée et on défend nos droits, même si j'aimerais beaucoup le faire, tu vois, mais tu sais, c'est les petites briques que tu poses quand t'apprends à devenir plus politisé, tu vois. Pour l'instant, ça me convient, mais j'aimerais bien aller un peu plus loin. Ok. Et comment ça a été reçu du coup parce que on se rend compte, enfin, être militante et être politisée, ça rend pas riche, ça rapporte pas d'argent et
notamment dans nos métiers, où on est censé être perçu comme des choses un peu sexy et parfois un peu bêtes aussi, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui peut faire peur un peu aux personnes qui nous suivent, aux followers, aux abonnés, aux clients. Comment ça a été reçu, toi ? Plutôt bien en vrai, c'est-à-dire que j'ai pas mal de commentaires en mode « Waouh, c'est super intéressant », etc. Mais je pense qu'il n'y a pas le même intérêt pour ce genre de contenu qui essaye de conscientiser que pour une photo de moi en string, tu vois, qui va atteindre 1000 likes juste à côté. Ouais, je vois. Mais globalement, non, les gens sont contents, c'est juste qu'ils sont peut-être pas forcément là pour ça, tu sais, peut-être ils ont juste envie d'être divertis, pas forcément d'être conscientisés, ce que je peux comprendre, mais je pense que c'est quand même important, et pour les gens pour qui ça résonne, les gens avec qui ça résonne, je pense que ça résonne bien, tu vois, et que ça a quand même une forme d'influence. Après, est-ce qu'on prêche aux convertis ou pas ? J'ai envie d'espérer que, pas que. Mais bon, on peut pas trop savoir après. Oui, parce que tu parlais du fait que, enfin, tu te dis que c'est une forme de militantisme, hein, de toute façon. Je pense c'est aussi le problème de notre travail, c'est qu'en fait c'est de toute façon politique et qu'on n'a pas le choix, c'est politique de toute façon. Faire du porno, c'est politique, même si on voudrait que ce soit juste un travail normal, en fait ça l'est pas. Non. Et à mon sens, je pense que c'est une forme de militantisme réel, et on n'est peut-être pas obligé d'être comme tu disais, on n'est pas obligé d'aller dans la rue ouais, après pour militer, en fait, finalement. Oui, mais je pense qu'il y a un peu ce truc où on a souvent tendance à se sentir illégitime, tu sais. Il y a un peu ce truc où on veut en faire beaucoup, on veut machin. Quand tu commences, en tout cas, à te lancer dans ce genre de truc, tu te sens très petit face à l'étendue du travail à faire pour nous déstigmatiser, tu vois. Donc, j'aimerais bien en faire plus, mais c'est difficile, et c'est un truc où je réfléchissais beaucoup récemment. C'est se poser dans une position de vulnérabilité, de militer, parce qu'il y a ce truc de si tu veux défendre les droits des TDS, si tu veux défendre le droit d'exercer le TDS, etc., c'est forcément parce que tu le glorifies, et du coup, c'est forcément quelque chose de mal, quoi. Du coup, tu peux être confronté à beaucoup de stigmas, donc ouais, il n'y a peut-être pas forcément besoin de descendre dans la rue. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de militer. Tout le monde n'est pas en posture d'accepter ça parce que c'est difficile, quoi. Mais même si on n'a pas besoin, pour moi, actuellement, je pense que c'est quelque chose d'important quand même. Et j'aimerais bien me développer là-dedans. Est-ce que tu as remarqué, parce que toi, du coup, tu dis que ça faisait 8 ans que tu étais ici, que tu es sur la scène, que tu es active sur la scène. Qu'est-ce qui a changé pour toi ? Comment tu vois l'évolution depuis 8 ans, et qu'est-ce que ça t'inspire ? Comment les manières dont tu vois, comment les choses bougent, en fait, la manière dont ça bouge. Ah, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, je vais résumer très grossièrement les deux axes sur lesquels je trouve que ça a beaucoup bougé. C'est une espèce de remontée d'élan puritaniste, et 2, la course au contenu et au buzz. Je pense que c'est ce qui a le plus influencé notre domaine. C'est surtout, peut-être 5 dernières années, je dirais. Et c'est drôle parce que c'est probablement les deux choses sont probablement très très liées. Oui, beaucoup. Absolument. Mais oui, parce que. Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, parlons-en justement, de ces deux axes, enfin de ces deux changements en fait que tu notes. Ça se traduit comment pour toi ? Je pense que ça a vraiment commencé pour moi, parce qu'après, le truc, c'est que quand t'es dans le travail du sexe, tu sais, au fil des années, il y a toujours des gros events en mode tel truc est banni, tel truc est bloqué, il y a telle loi qui est passée. Et du coup, aux US, il y avait eu Sesta Fosta. C'était en 2018, je crois. Tout à fait. À la même période, il y a eu l'affaire Trafficking Hub, qui a beaucoup influencé, je trouve, l'industrie du sexe, parce que Model Hub a été fermé. Visa et Mastercard ont annoncé qu'ils ne voulaient plus recevoir de paiement non, pas Traffic Junkie, comment il s'appelle la boîte de Pornhub ?
En fait, ça a changé. Ah ouais Oui, ça a changé. C'était MindGeek. MindGeek, voilà. Et ils se sont, justement, suite à cette affaire, ils se sont renommés. Ils se sont changé de nom. D'ailleurs, j'en profite pour expliquer un petit peu donc, aux personnes qui nous suivent et qui découvrent. La loi Sesta-Fosta, c'est une loi qui est passée aux États-Unis donc en 2018 et qui, en gros, pour vous le faire assez court, c'est une loi qui, en fait, responsabilise et criminalise les hébergeurs de sites web et les sites web sur le contenu qui est proposé chez eux. C'est-à-dire, en gros, par exemple, on va dire pour le site, il me semble que Backpage notamment, c'est un site de petites annonces. Et la nouvelle loi Sesta-Fosta, en fait, les rendait responsables pénalement et criminalement de si, par exemple, il y avait des annonces de prostitution, de rencontres tarifées, etc. Car comme c'est interdit, du coup, en fait, les sites, ça les rendait responsables pénalement, genre, ah voilà, vous êtes responsable parce qu'il y a des annonces de prostitution sur votre site, parce qu'il y a des annonces de rencontres tarifées, donc vous allez en procès et c'est vous les responsables. Ça criminalisait en fait un peu les personnes qui étaient dans le pourtour, ou en tout cas les personnes qui fournissaient un service qui pouvait être utilisé par des personnes pour l'escorting. Et le tout sous couvert. En fait, le tout est passé aussi sous couvert, comme toujours, en fait, de protection des mineurs, de protection des enfants. Et donc l'affaire Trafficking Hub, c'était un peu ça. Il y a eu des articles qui dénonçaient Pornhub, car Pornhub était supposé contenir des vidéos pornographiques qui n'étaient pas consenties ou qui avaient été violées, avec des personnes qui avaient été potentiellement agressées ou violées, ou des personnes qui avaient été filmées avec consentement mais qui n'avaient pas consenti à être diffusées sur des plateformes. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a eu vraiment un tollé dans la presse et que Visa et Mastercard ont décidé de cesser toute collaboration, notamment avec Pornhub, ce qui est évidemment, quand on connaît le système bancaire financier, un truc énorme. Ouais, mais on subit déjà beaucoup de stigmatisation bancaire, mais alors ça, parce qu'en plus, pour beaucoup de travailleuses du sexe, c'était une grosse source de revenus. Enfin, on était tous flippés à l'époque, on se disait mais merde, comment on va faire? Toi, tu étais sur Model Hub et ça marchait bien pour toi. Et ça marchait très bien, et quand c'est arrivé ce truc, mais je me tenais la tête à deux bras parce que je me disais mais putain, comment je vais m'en sortir du coup? Et il y a un peu ce truc de résilience chez les TDS où, tu sais, tous les, j'ai l'impression, 4-5 ans, il y a un gros truc comme ça qui se passe, mais on continue quand même à s'en sortir malgré tout, quoi. Mais ouais, ça a instauré un climat un peu chelou, je trouve, ces dernières années, cette espèce de relent abolitionniste, tu vois, dans la presse, dans les médias, dans un peu tout, quoi. Même dans les jeunes générations, il y a un peu ce truc, tu vois, dans le militantisme chez les Gen Z, je trouve. Il y a vraiment ce truc à bolo, en mode le travail du sexe, c'est universellement mauvais. Il n'y a pas un monde où tu choisis de faire du TDS, il n'y a pas un monde où tu t'épanouis là-dedans. C'est marrant parce que j'ai pas du tout cette même expérience avec des personnes qui sont issues de la Gen Z. Ouais. Ah ouais? Là, ces temps-ci, j'ai été invitée notamment à l'université de Toulouse pour justement parler de tout ça par une association, la GEMP, du coup, qui nous a accueillis pour parler d'éducation au sexe, d'éducation à la pornographie, de pornographie et de consentement en termes plutôt juridiques. Et alors, ça me fait peur ce que tu dis, parce que moi, du coup, j'avais un peu l'espoir, parce que moi, mon expérience, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt genre, ils ont l'air vachement ouverts sur ces... ça me rassure, du coup, moi, ce que tu dis. Mais c'est peut-être plus les Américains, tu vois. Ah, c'est possible. Peut-être. Parce que moi, du coup, c'est vraiment une expérience avec des personnes en France, quoi. Ok, ouais, peut-être que c'est ça. Mais je vois beaucoup de discours à bolo très vénères, tu sais. D'accord. Sur Twitter, tout ça, ils sont vraiment... Ouais, il y a vraiment une vibe anti-sexe, globalement. Et du coup, le travail du sexe, c'est vraiment la target, quoi. Et ça, c'est quelque chose que tu voyais pas il y a 8 ans. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais je pense que tous ces trucs de diabolisation du TDS qui sont arrivés ces dernières années, ça a beaucoup aidé ça, quoi, parce que ça s'est intégré dans le discours, le discours classique, quoi, du militantisme. Et avec cette histoire de... Ouais, donc voilà, en fait, c'est ça. C'est que ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'on se rend compte de à quel point, en fait, l'impact de la législation est réel et direct
sur nos vies. C'est-à-dire, il y a eu la loi Sesta Fosta, il y a eu donc les news dans la presse sur quand Pornhub s'est fait vraiment dénoncer par une association. Et encore une fois, je le répète, ils se sont fait dénoncer dans un éditorial du New York Times par des personnes qui travaillent de très près avec des associations qui sont anti-pornographie, qui sont des catholiques extrémistes et probablement avec des liens avec l'extrême droite. Donc c'est important de rappeler d'où vient l'attaque. Et en fait, toi, directement, un matin, tu t'es levé, tu te rends compte qu'à cause de tout ça, il n'y a plus Model Hub alors que c'est une de tes sources de revenus. Et là, et donc là, vraiment, conséquence directe sur toi et sur ton travail, quoi. Oui, voilà, alors qu'à la base, ceux à qui on cherche à s'attaquer dans ce genre de démarche, ben, c'est plutôt les CEO de Pornhub, tu vois, c'est les hébergeurs, ceux qui sont dans un système un peu de domination. Je sais pas si ça fait sens, parce que c'est eux les premiers à profiter de ce système-là. Et nous, on est juste les rouages et on essaye juste de se démerder en faisant nos thunes, quoi. Et en fait, c'est nous les principales impactés par ce genre de truc. Donc ça pose la question de qu'est-ce qu'ils cherchent à attaquer et défendre, ces gens, tu vois. Et ça nous met dans un climat de panique, parce qu'on se dit, mais en fait, ils cherchent grave à nous tirer dans les pattes, ils cherchent presque à nous mettre en danger, parce que moi, ça va, je m'en suis sortie, mais il y a des meufs, peut-être, elles se sont retrouvées à la rue, peut-être qu'elles ont eu la dalle, peut-être qu'elles ont eu du mal à nourrir leurs gosses, ou j'en sais rien, tu vois. Tu sais pas comment ce genre de truc, ça peut impacter les gens. T'as fait comment, toi, personnellement, quand il y a eu cette histoire ? Alors, comment t'as réagi ? J'ai eu de la chance parce que OnlyFans démarrait à ce moment-là, donc je me suis mise sur OnlyFans, mais peu de temps après, il y a eu le même problème qui s'est posé quand OnlyFans ont menacé de bloquer le porno, et ils l'ont fait pendant, je sais plus, peut-être un mois avant de se dire genre, ouah, les gars, mauvaise idée, on rétropédale, et finalement, ça a été réhabilité. Mais tu sais, pareil, un matin, je me réveille, je me dis, putain de merde, quoi, je vais tout perdre. Comment je vais faire ? Je perds de la baraque, je vais retourner à la rue. Tu sais, il y a un peu ce truc de... Tu te revois à tes jeunes années très précaires, machin et tout, et t'as l'impression que tu vas retourner là, du coup. Et c'est terrifiant. Et enfin, les boss de OnlyFans, eux, ils s'en foutent. Ils se frottent les mains, alors que ça devrait être les principaux concernés par ce genre d'affaires. Absolument. Au final, c'est juste nous, quoi. Oui, donc cette affaire aussi, c'est arrivé... j'ai plus les dates exactes, mais je sais que c'était en août. 2022, non ? Ouais, en août, il me semble, où vraiment... en fait, ça vient... En fait, il se passe toujours la même chose avec ce genre d'entreprise, c'est qu'en fait, il arrive un jour où ils se disent, bon, on a besoin d'investisseurs, on a besoin d'investissements financiers, ou peut-être on veut entrer en bourse. Et en fait, le premier problème qui se pose, c'est les investisseurs, ils vont dire, ah oui, mais nous, on veut pas investir chez vous parce qu'en fait, vous avez du porno sur vos sites, vous avez du porno sur ça. C'est la même chose qui s'est passé avec le site Patreon, qui est donc un site de crowdfunding et de soutien de projets artistiques qui avant acceptaient le porno et qui un jour ont décidé d'entrer en bourse, de capitaliser, d'investir. Ils ont dit plus de porno. Et c'est quelque chose qui se répète tout le temps. Sauf que là où c'est très bien avec cette affaire OnlyFans, c'est que en fait, il y a eu un tel tollé. Parce que maintenant, les personnes qui font du contenu adulte, les actrices porno, les travailleuses du sexe, elles osent beaucoup plus prendre la parole qu'avant. Et il y a eu un tel tollé sur les réseaux sociaux qui se sont dit merde, on est peut-être en train de faire une connerie. Et au final, ils n'ont pas interdit le porno comme toutes les autres boîtes avant eux. Et tant mieux, parce que en fait, c'était, je pense, à mon sens, la mort de OnlyFans. De la même façon que ça a été la mort de Tumblr, quand Tumblr a dit c'est fini le porno sur Tumblr, quoi. Mais ouais, je pense que c'est un peu une première. Enfin, je pense pas que ce soit arrivé avant, ce truc de ouais merde, en fait, elles ont raison, on fait marche arrière. Ouais. Et c'était une vraie, je pense, à mon sens, c'était une très belle réussite politique et militante des personnes qui sont TDS ce jour-là. Ça fait presque jurisprudence, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, absolument, tout à fait. Oui, c'est trop bien, mais ça inspire quand même une forme de terreur passive, tu vois, genre peut-être demain il y a une loi qui va passer et je vais tout perdre. Et je pense que du coup, le truc que je disais sur le buzz aussi, plutôt la course au contenu, comme tu disais aussi, tu vois, c'est un peu en réponse à ça, les deux sont très liés. C'est lié, ouais, parce que, à mon sens, le fait que le climat devienne conservateur, qu'il y ait une vague de puritanisme, qu'on essaye de plus en plus de voter des lois qui sont sur le sexe, qui sont sur les sexualités dissidentes, qui sont sur le travail du sexe, la pornographie, ça fait qu'on est obligé de se battre pour exister sur les réseaux sociaux, et du coup, c'est là où on arrive à ce que tu disais tout à l'heure, à la course au buzz. Ouais, et ça, je trouve que ça résonne pas mal avec ce que je disais plus tôt, tu sais, le fait de se lancer dans le TDS parce que t'as la dalle, parce que tu veux faire des thunes, parce que tu veux machin. Au final, tu te rends compte que t'es très malheureux parce que tu t'imposes une sorte de pression, tu vois, en mode je dois faire ci, je dois faire ça, machin.
Alors que, tu sais, t'as un peu des rêves aussi d'émancipation derrière ça. Tu veux faire du contenu et tout, tu veux échapper au système du travail classique parce que tu veux être libre au final. Et s'enfermer dans ce climat de course au contenu, de course à la controverse, machin, j'ai failli glisser là-dedans, tu vois. Et Mais ça te plaît pas? C'est un truc qui te fait peur ou qui t'intéresse pas? ouais, bah, puis j'ai l'impression que c'est. Tu vois, je me serais un peu trahi moi-même comme je me suis trahie quand j'étais dans mes bails de Trish Collins does not exist. Tu sais, Mhm. et c'est vraiment des trucs qui m'ont rendue malheureuse et j'aurais pas envie d'exercer mon boulot en faisant des trucs qui sont contre ce que je veux pour moi-même, à savoir la liberté, tu vois. Absolument. Et du coup, d'avoir ce climat de meufs qui vont faire des trucs de fou pour faire parler d'elles sur OnlyFans, etc. euh, Ça impose un paysage dans le TDS où tout le monde va penser que c'est une forme de norme, tu vois. Genre la meuf qui s'est tapé 1000 mecs sur OnlyFans, que ce soit un coup de com' ou non, j'en sais rien, tu vois, mais beaucoup de gens vont se dire, ok, c'est ça OnlyFans, tu vois, ça normalise un comportement qui accentue la putophobie qui est déjà très présente, tu vois, dans le courant conservateur dont tu parlais plus tôt. Alors, c'est en même temps, enfin, j'allais dire, c'est pas grave du tout. Et je trouve, au contraire, c'est plutôt intéressant parce qu'en fait, je suis pas trop d'accord avec ça, moi. Ah ouais? Moi, je trouve que cette personne, justement, qui a couché avec 1000 mecs, alors, je pense que ça a été très mal traité par la presse, comme toujours, parce que Oui. dès que ça parle de travail du sexe, de pornographie, les journalistes ne savent pas en parler. Mais moi, j'y vois quand même un acte un peu politique et un peu militant. Moi aussi, justement, mais je Mais trouve que c'est lourd de conséquences et que c'est Mhm. flippant dans la mesure où ça va vachement faire aboyer le camp adverse, tu vois. Alors après, elles n'ont pas forcément la responsabilité de faire du bon porno qui serait avec un papa et une maman qui font l'amour en missionnaire, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Elles n'ont pas cette responsabilité-là du tout, tu vois. Et, c'est bien qu'elles aient cette liberté de faire ça, Mhm. mais ça, en fait, c'est la réaction du camp adverse qui me fait peur, tu vois. Oui, alors ça, je peux le comprendre parce que c'est vrai que de toute façon, les personnes qui sont anti-porno, anti-sexe vont forcément utiliser des cas extrêmes Ouais. pour essayer d'en faire des normes ou une généralité. Ça va être la même chose quand, il y a quelques années, on disait ah oui, mais vous voyez bien que c'est horrible le porno et pour illustrer ça, elles utilisent par exemple la pratique du gangbang. Oui. Alors que je suis navrée, mais en fait, le gangbang, c'est un fantasme qui est très répandu chez les femmes et qui est tout à fait valide comme tous les fantasmes, en fait. Tant que tout le monde est consentant et que Ouais. les gens le font avec plaisir et avec envie, il n'y a vraiment pas de problème. Mais c'est vrai que les abolitionnistes utilisent toujours ces cas très 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 extrêmes Oui. pour essayer de faire croire qu'en fait c'est une histoire universelle. Ce qui est faux, on le sait nous, parce que Oui, voilà, exactement. on a chacune des visions très différentes de notre métier, de comment on veut le faire, de ce qu'on veut y faire, de ce qu'on veut pratiquer. Et c'est OK, tu vois. Oui, Et c'est ben pas carrément. grave. Et donc, comment tu survis finalement? Parce que dans cette histoire de course au buzz, c'est aussi une manière de survivre et de se démarquer des autres et comment on va faire pour se faire des coups de pub, parce que pour moi c'est ça aussi, c'est un acte que je trouve très politique de dire en fait si j'ai envie de coucher avec 1000 mecs je peux, Ouais. mais évidemment les résonances dans la presse ont été énormes, donc bravo à elle parce que maintenant elle a Carrément. sa petite Ah, notoriété. elle a tout gagné, cette meuf. Donc hein. c'est chouette. Et comment tu survis, toi, puisque t'as pas envie de tomber dans ça, comment tu survis sur les algorithmes? Comment tu arrives encore à trouver ton public ou à acquérir de nouvelles personnes? C'est quoi tes secrets du coup, si tu fais pas la course au buzz? Euh, Peut-être que je dis des conneries quand je dis ça, mais je pense qu'il y a une forme de réactance dans le public à ce genre de contenu très buzz, très marqué, très controversé, etc. Tu vois, et ils vont se dire, c'est pas forcément que ce que je cherche dans le porno que je regarde. Ils vont vouloir se tourner vers quelque chose d'un peu plus vanille, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Et je pense que du coup, c'est un peu ces gens qui vont se tourner vers le genre de contenu que je propose moi. Et je pense que c'est bien pour moi comme ça, parce que du coup, ils se retrouvent dans ce que je propose. Moi, je me retrouve dans le type de public que j'attire aussi. Et il y a aussi beaucoup le fait que je jouisse de mon ancienne notoriété, que de temps en temps,
Je poste des nouvelles vidéos sur les sites gratuits et du coup, les gens, ils sont en mode « Ah, mais c'est qui cette meuf, Madeleine Rousset? Ok, je vais chercher. Ouais, tiens, elle a un OnlyFans, un Kingdom, un machin. Je vais m'inscrire pour voir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose en plus. » D'autres qui vont se dire « Ah, mais attends, c'est Triche-Colline, ça !» Tu vois? Mais ouais, je pense que d'avoir un peu instauré ce truc où j'ai posé des bases, j'ai atteint un pic de célébrité il y a quelques années. Et du coup, j'ai encore un peu, tu vois, comment dire, les répercussions de ce truc-là qui font que j'ai toujours une bonne base de contenu, une communauté, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est hyper important de le rappeler aussi. C'est hyper important de le rappeler, comme tu dis, que si toi, tu arrives à survivre dans cette course au buzz, c'est aussi parce que t'es établi et que ça fait longtemps que t'es là et tout ça. Oui. Or, c'est pas forcément le cas des personnes qui vont se lancer aujourd'hui, parce que pour trouver sa commu, il faut être visible sur les réseaux sociaux, et malheureusement aujourd'hui, pour être visible sur les réseaux sociaux, il faut vraiment faire des dingueries, quoi. Ouais, c'est pour ça que je te disais ce genre de comportement qui instaure un paysage. Tu vois, c'est un peu la course, tu vois. C'est la course, ouais. C'est subi. Je pense que ces meufs, elles ont peut-être pas toute envie de faire ça. Et justement, je me dis, est-ce qu'on devrait pas prendre un peu de recul et se dire, est-ce qu'on a envie de faire ça? Mais d'un autre côté, ça se pose aussi sur la question de l'argent, des moyens, tout ça. Donc c'est hyper complexe comme problème, en fait. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Et ouais, je trouve qu'il y a vraiment un truc où ce serait bien qu'il y ait à la fois une prise de conscience collective, pas que dans la communauté TDS, tu vois, mais dans la société au global, sur qu'est-ce qu'on met en place pour donner un climat sain aux travailleurs et travailleuses du sexe, tu vois. Ouais. Parce que du coup, en réponse à la stigmatisation, il y a un peu cet empressement à faire de la thune, à faire du contenu, à faire du machin. Mais du coup, eux, ils vont encore plus nous taper dessus parce qu'ils vont dire « Oh là là, les vilaines salopes, vous avez vu, elles se tapent 1000 mecs et c'est pas bien. » Et tu sais, il y a un peu ce truc, alors que si les choses s'apaisaient un peu, qu'on se sentait moins menacé, peut-être on serait plus libre d'explorer, de chercher ce qu'on veut vraiment proposer, sans forcément passer par des trucs de buzz ou de controverse. Ouais, je suis assez d'accord que c'est évidemment la stigmatisation du travail du sexe qui participe à tout ça. Comme on le disait tout à l'heure, c'est le conservatisme. C'est-à-dire que si on n'était pas censuré, shadowban sur les réseaux sociaux, on aurait probablement moins besoin de faire autre chose que ce qu'on a envie. C'est-à-dire parce que aujourd'hui, le travail d'une personne qui crée du contenu sur OnlyFans, c'est 80% les réseaux sociaux. Ouais. Et quand il reste du temps, on fait des vidéos, on fait du contenu et on parle à nos abonnés. Mais au final, ce qui nous prend du temps aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Or, si on était moins censuré et qu'on avait plus le droit d'exister sur les réseaux sociaux, sans avoir ce shadowban, sans avoir les courses aux algorithmes, imagine le temps que ça libérerait pour se poser, pour faire... Pour créer du meilleur contenu, au final, quoi. Ce serait bénéfique pour tout le monde, je pense. Mais bon... Parce qu'au final, on est finalement un petit peu quelque part obligé d'être des influenceuses, alors que moi, personnellement, je crois pas que c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois. Ouais, moi non plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans ce système sans en avoir particulièrement envie ou en se persuadant qu'ils en ont envie. Et au final, tu te pièges dans un truc où t'es emballé dans cette course-là et tu peux plus t'arrêter parce que sinon tu perds tout là encore, tu vois. T'es présente sur quels réseaux sociaux, toi? C'est lequel que tu utilises le plus, on va dire, pour ton travail? Insta. C'est Instagram? Ouais, sur Instagram. Encore un peu Twitter, mais c'est plus pour faire la promo en mode « Ouais, telle vidéo est sortie, voici le lien. » TikTok, j'arrive pas à m'y mettre. Je suis un peu vieille conne là-dessus, j'ai du mal, tu vois. Vraiment, ce réseau, j'arrive pas à accrocher. Je sais que je devrais, hein, mais... Ça marche très bien, oui. Ouais, mais après, pareil, c'est un peu ce truc où quand t'es confronté à un buzz, ça te ramène masse de gens. À partir de là, à quoi tu t'exposes, tu vois. Parce que tu vas attirer peut-être du public, mais aussi beaucoup de haters, quoi. Bien sûr. TikTok, très, très clairement, c'est un truc que je dis souvent, c'est que pour moi, aujourd'hui, c'est le réseau social où j'ai subi le plus de harcèlement en ligne dans toute ma carrière. Et ça m'a vraiment affecté à un moment. C'est-à-dire que comme c'était quotidien, c'était tous les jours, tu mérites de mourir, tu vas aller en enfer,
beaucoup, c'était très religieux, donc ça se rapproche avec tout ce qu'on disait, donc avec le conservatisme ambiant, qui est aussi un conservatisme qui tend vers la religion, où on me disait, mais tu vas aller en enfer, il faut que tu trouves Jésus, il faut que tu parles à Dieu. Tous les dieux y passent, bien sûr. Et puis, tu mérites pas d'être aimé, tu mérites pas d'avoir un amoureux, ton père va avoir honte, ton enfant va avoir honte. Et c'était quotidien, c'était tous les jours. Ça m'a apporté énormément de visibilité, ça a doublé mes revenus du jour au lendemain. Mais à quel prix? Mais en fait, au bout de 3 mois, je me disais, mais non, en fait, c'est pas possible. On ne peut pas y rester imperméable. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que là-dessus, on a un peu genre un parallèle qui se dessine, tu vois, dans le fait de vouloir d'abord faire ce qui va nous accomplir. Et, tu vois, on va pas tout faire à n'importe quel prix, quoi. Et dans le TDS, actuellement, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette vibe de je vais faire n'importe quoi à quel prix. Ce qui est hyper légitime, parce que je comprends, tu vois, que les gens ont envie de s'en sortir, qu'ils ont envie de faire la thune, ils ont envie de se sécuriser, parce que le travail du sexe, c'est pas éternel. Mais en conséquence à ça, il y a beaucoup de choses qui se jouent et qui peuvent être peut-être un peu toxiques, je sais pas. Ça fait réfléchir. Ouais. Mais c'est compliqué, comme tu dis, c'est vraiment une problématique où j'arrive pas à démêler, tu vois, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, quels sont les enjeux, etc. Faut pas avoir une posture abolitionniste. En même temps, il y a quand même des questions qui se posent sur les pratiques, etc. Tu vois, enfin... Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est vraiment très compliqué, ouais. Et je suis encore en plein là-dedans à essayer de démêler tout ça, tu vois. Et est-ce que tu as l'intention, parce qu'on parle réseaux sociaux, donc on va quand même rappeler que très récemment, donc Twitter a été quand même racheté par Elon Musk, que Mark Zuckerberg, qui possède Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, vient de décider qu'il était OK d'insulter les femmes et les personnes LGBT sur ses réseaux sociaux. Est-ce que tu as envie de quitter les réseaux sociaux? Est-ce que tu as envie d'aller vers autre chose? Ou est-ce que de toute façon, tu es bloqué pour le travail? Est-ce que tu en as essayé des nouveaux, par exemple? Il y a eu Blue Sky un peu en réponse... il y a une migration, tu vois, sur Blue Sky en réponse au fait qu'Elon Musk ait racheté X, du coup. Et il y a un peu, tu vois, la dictature de la droite qui est en train de se poser sur Twitter de plus en plus, enfin sur X du coup. Mais je me sens pas encore de quitter les réseaux et tu sais, il y a une part de revendication là-dedans. Non, je bougerai pas, j'ai pas envie de bouger et je suis là quoi qu'il en soit. Et de toute façon, je pense qu'on sait très bien que si on décale, c'est quelqu'un d'autre ou une IA qui va venir prendre notre place. Du coup, il y a un peu ce truc où tu te poses et ouais, tu revendiques ta place et t'as pas envie de dégager, quoi, parce que tu veux garder ce que t'as acquis quelque part. Donc non, je me sens pas de quitter les réseaux et c'est un truc dont je discutais dans un reel récemment. J'ai la chance et le privilège d'avoir une communauté qui est très sympa. J'ai jamais trop été exposée aux haters. Donc là-dessus, ça va. Ça me donne pas envie de partir. Mais si un jour je devais avoir un buzz ou beaucoup de controverses et que je recevais une vague de haine, je t'avoue que je sais pas comment je réagirais, tu vois. Vas-y, essaye de t'installer. Tu veux t'installer ou pas? Oh, une petite caresse, là, voilà. On a un invité surprise. C'est Kiki. C'est bien, ma fille. On fait le câlin? J'adore. Allez, couche, ma belle. Moi, c'est super. C'est bien, mon amour. C'est parfait. Bien, ma bibi. Doucement. Et voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'image, en fait, il y a juste le chat de Madeleine qui vient de me sauter sur les genoux. Mais étant donné que j'adore les chats, je suis absolument ravie. Tu veux dire bonjour à la caméra? Bonjour. Oh, mon amour. Elle est vraiment trop chou. Couche, ma fille. Couche, c'est bien, elle est belle. Elle est superbe. Voilà. Est-ce que tu l'utilises sur les réseaux sociaux pour avoir des likes et du buzz un peu ou pas? Un petit peu, mais pas trop non plus, tu vois, parce que, tu sais, les commentaires en mode j'aimerais beaucoup être à la place de ce chat. Tu sais, j'ai peur qu'on sexualise ma petite fille un peu, tu vois. Elle s'est barrée. Elle a dit non merci, moi on me sexualise pas. Parce qu'il y a un peu ce truc. Mais j'aime bien la montrer parce qu'elle est trop belle, tout ça. Mais ouais, j'évite quand même un peu globalement, quoi. Ouais, je vois. Je comprends tout à fait.
Ok, du coup, quelles sont un peu tes envies pour le futur parce que là, on sait que c'est un milieu qui bouge beaucoup, les plateformes, ça va, ça vient. Et là, en plus, maintenant, avec toutes les nouvelles technologies et l'IA, il y a des gens qui commencent un peu à flipper Ouais, ou à s'en flippant. servir. Et je vois aussi pas mal de personnes qui reviennent un peu aux productions un peu plus lourdes, on va dire. Peut-être des vidéos qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus... avec beaucoup plus, on va dire, ou qui se donnent en tout cas la possibilité de faire des vidéos qui sont beaucoup plus, on va dire, artistiques ou créatives, whatever that means, tu vois. Toi, tu vas vers où dans le futur? Tu pars vers quoi? Ben là, je suis un peu dans une optique d'exploration par rapport à tout ça. Je vais emménager toute seule dans pas très longtemps et je me disais que j'aimerais bien, par exemple, me mettre à la photo, me mettre au shibari, commencer à attacher des gens, peut-être éventuellement me lancer un petit peu dans la production où c'est moi qui vais filmer des gens. Peut-être faire un petit peu de studio pour des studios lesbiens où je suis invitée et je me fous juste devant la caméra et j'ai rien de plus à faire. Ce genre de truc, j'aimerais peut-être bien écrire aussi sur ce que c'est que la vie de TDS, sur mon expérience par rapport à ça. Euh, Prendre un petit peu de place dans mon métier aussi pour tout ce qui est conscientisation. Moi, je trouve militantisme, dans mon cas, c'est peut-être un peu un grand mot, mais tu vois ce que je veux dire, ce genre de truc où on éduque sur le TDS et on aide à réhumaniser un peu les personnes qu'on est, quoi. Et ouais, je suis un peu dans une optique d'exploration, de diversification, et on va voir où ça me mène, qu'est-ce que j'aime, dans quoi je veux me lancer. Tu sais, je prépare un peu le virage aussi, parce que j'ai bientôt 33 ans, et t'es là en mode... faut que je me prépare, même si à 50 ans, techniquement, je pourrais toujours être TDS, mais je sais que je voudrais pas faire ça jusqu'à mes 50 ans, tu vois. Du coup, là, t'es en Mhm. mode, bon, on prépare le virage, où est-ce qu'on va ensuite? Tu vois, il y a un peu de ça, quoi. Ok, je vois. En train de flipper parce que moi j'ai 40 ans quoi et du coup si toi t'es à 33 en train de te dire où est le virage, moi j'ai l'impression du coup d'avoir déjà genre loupé le virage. Je suis dans le fossé en fait. C'est ça Mais que t'es en train de me dire. non, justement, parce que tu peux être TDS à 40, 50, 60, 70 ans, tu vois, mais je sais que moi, il y a un âge où je vais vouloir me retirer parce que juste ça va me saouler en fait. C'est pas que tu Mhm. peux plus être TDS à un certain âge, au contraire, mais tu sais, t'as envie d'ailleurs un peu, tu vois, et je sais que j'aurai toujours un rapport au TDS plus ou moins lointain, mais là j'ai envie que ce soit un peu plus lointain, tu vois. D'accord. De plus en plus, prendre un peu de distance progressivement et d'explorer et voir ce qui me plaît, quoi. Mhm. Parce que du coup, en fait, ça a été quasiment tout de suite ton métier finalement, parce que t'as pas fait Voilà. de métier. Tu as eu des petits boulots, Oui. mais t'avais pas ce qu'on appelle une carrière. Enfin, pareil, j'aime pas du tout le mot, parce que c'est très capitaliste, success story, mais t'avais pas de métier propre ou de carrière avant. Ouais, voilà, j'ai vraiment commencé quasiment direct dans le TDS D'accord. et j'ai fait que ça. Et c'est pour ça, je pense, au bout d'un moment, t'es en mode, bon, tu sais, faire toutes les semaines des joys, des machins et tout, bon, ouais, à un moment, t'as envie d'explorer autre chose, quoi. Mhm. Je Donc, peux on va comprendre. voir. Ok, super. Et tu parlais des studios, t'en as pas encore fait toi du coup? Non, j'ai jamais fait de studio parce que j'aimais bien la liberté pardon, que ça m'apportait de faire mes propres vidéos à mes propres conditions. Mais comme tu disais, il y a un peu des studios qui se veulent éthiques, créatifs, grosse production, et c'est plus le genre de truc où j'aurais l'impression de me retrouver. Mhm. Donc si je T'as sens... des idées de, enfin on peut citer des noms, t'as des noms en tête avec de personnes avec de studios avec qui t'aimerais bien travailler ou dont t'aimes le travail? Il y avait Herstiz qui font beaucoup de trucs un peu queer, tout ça, et je trouvais ça sympa. Ils mènent des interviews avec leurs performeurs, ils font des petites vidéos un peu sympas et tout, donc j'étais plutôt bien intéressée de bosser avec eux. Après, bon, je t'avoue, Fort Chambers, ça me branche quand même bien aussi. J'imagine. Ah, mais tout le monde, enfin voilà. Et après, c'est un peu, faut voir, tu vois, qu'est-ce que les gens proposent, est-ce qu'ils seraient en mesure de me donner les conditions que je cherche. Tu sais, est-ce qu'il y a une coïncidence entre ce que je veux et ce qu'ils veulent, tu vois. Mhm. Comme quand je produis et que je propose des trucs à mon public, tu vois. Est-ce qu'il y a une coïncidence entre ce que je vais proposer et ce qu'ils veulent regarder? Avec les studios, j'ai un peu ce même rapport. Donc, ouais, il faut voir est-ce qu'ils peuvent me proposer quelque chose qui va correspondre à mes standards, avec qui j'ai envie de bosser, tout ça. Et à partir de là, bon, ben, let's go, quoi. Ça m'intéresserait bien
de faire cette expérience où je suis juste devant la caméra. Parce qu'il y a aussi ce truc de quand t'es indépendante, bah ok, c'est cool, t'es libre. Mais la liberté, elle implique une forme de responsabilité où du coup, c'est toi qui dois tout gérer, quoi. Et des fois, chiant. Ouais. Caméra, lumière, scénario, Eh oui. costume, tout quoi. Édition, tout la totale. Donc ouais, pourquoi pas faire du studio un jour, mais je suis sélective un peu. Bah écoute, on te le souhaite. Bah merci. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi, t'as été trop chou. Je suis très contente, très émue là encore d'avoir fait ça avec toi. Ça me fait vraiment plaisir. Pareil. Merci beaucoup, Madeleine. Bah merci à toi. À bientôt. Ciao. Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce premier épisode de Démonétiser et merci à Madeleine Rousset d'avoir accepté de se plier au jeu de l'interview. Je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle invitée et en attendant, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d'écoute de podcasts. À très bientôt. Démonétiser est un podcast réalisé et présenté par Carmina. À la post-prod, Surley et Carmina. Au design, Flynn Salazar, avec nos chaleureux remerciements pour Benjamin Septem Ours. Une production avec les doigts.